RFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Lucas Da Silva, cofondateur de Scopéo, et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue sur ce 4e épisode de notre série L'Entrevue politique. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de recevoir Monsieur Pierre Aski. Mais avant toute chose, je laisse la parole à Émilien Pouchin, qui est également membre de Scopéo, et il va poser le décor de ce nouveau podcast. Merci Lucas. Bonjour à ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, Pierre Aski. Merci, bonjour. Vous nous faites le plaisir aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter de géopolitique, comme vous le faites au quotidien, notamment lors de vos chroniques sur France Inter. Plus précisément, le thème de cet entretien sera la place de la France dans le monde. Mais avant de démarrer cette entrevue, Monsieur Aski, je vous laisse vous présenter brièvement. Merci. Écoutez, moi, je suis d'abord et avant tout un journaliste. C'est un métier que j'exerce depuis plus de 40 ans avec bonheur et passion, parce que c'est un métier que j'ai choisi très jeune et que j'ai toujours exercé sur le plan international. J'ai été 3 fois correspondant en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, c'était à l'époque pour l'agence France Presse. Puis ensuite 2 fois pour le quotidien Libération. J'ai passé 26 ans à Libération, dont 2 périodes, l'une comme correspondant à Jérusalem et l'autre en Chine, à Pékin. Et donc, voilà, c'est ce qui a un peu structuré mon parcours et ma vie de journaliste. Et là, depuis maintenant 3 ans, je suis chroniqueur à France Inter le matin, dans la matinale, à 8h15, la chronique géopolitique. J'ai également une chronique hebdomadaire dans l'Obs, dans le magazine l'Obs, et je suis par ailleurs président de Reporters sans frontières, qui est une sorte de continuité ou de poursuite par d'autres moyens d'un engagement en faveur, voilà, de la liberté d'expression et d'une action internationale, d'un côté avec l'information, de l'autre avec la défense du droit à l'information, qui est donc complémentaire. Voilà. Merci, Monsieur Aski, pour cette brève présentation. Commençons directement dans le vif du sujet. Comme Émilien l'a dit, on va aborder la question de la place de la France aujourd'hui dans le monde. Et pour commencer cette entrevue, nous avons remarqué que la vision française des relations internationales a beaucoup évolué au fil des dernières décennies. Et on peut dire que les premières présidences de la Ve République sont semblables de ce point de vue, puisqu'elles peuvent être qualifiées de gaulo-mitterrandistes. Alors, pouvez-vous nous définir en quoi consistait cette ligne résolument française? Et selon vous, surtout, le président Macron s'inscrit-il dans cette tradition géopolitique? Est-elle toujours pertinente aujourd'hui, selon vous? Alors, c'est effectivement une question intéressante parce que dans gaulo-mitterrandien, il y a d'abord De Gaulle. Donc, rendons-lui cet hommage. Il a façonné une posture internationale de la France qui a marqué le pays depuis plus d'un demi-siècle et qui marque quasiment tous les présidents. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point il y a aujourd'hui un consensus politique en France pour se réclamer de l'héritage du général de Gaulle, y compris du côté du Rassemblement national, qui est l'héritier de ceux qui ont voulu assassiner le général de Gaulle à l'époque de la guerre d'Algérie et des lendemains de la guerre d'Algérie, ou de l'extrême gauche, ou même de la gauche traditionnelle. Souvenons-nous quand même de François Mitterrand qui l'a combattu. Simplement, de Gaulle avait une vision de la place de la France dans le monde et d'une sorte j'ai employé le mot posture, c'est un petit peu négatif, mais d'un rôle particulier qui peut être rapporté d'ailleurs au rôle particulier que les Américains se donnent. C'est un point commun entre les 2 pays. Et que ce rôle sur mesure que De Gaulle s'était façonné est resté et a été repris par François Mitterrand une fois qu'il est devenu président en 1981. Ce qui a changé depuis, c'est que je pense que l'ambition française de
à la fois de jouer un rôle dans le monde, d'avoir un message particulier à porter dans le monde, à être l'un des moteurs de la construction européenne, à avoir aussi une action sur le plan militaire avec la projection de troupes, etc. Tout ça reste valable aujourd'hui et a meublé l'esprit de tous les présidents. Ce qui a changé, c'est évidemment que le monde a changé autour de nous et que la place de la France n'est plus la même. Il faut en être conscient et que dans le monde d'aujourd'hui, la France est une puissance moyenne dont la voix continue à porter parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'elle a encore une action militaire importante, parce qu'elle a un rôle moteur en Europe, mais qui, il faut bien le dire, est bien moindre et a moins d'impact qu'elle ne pouvait l'avoir il y a 30, 40, 50 ans, voire plus encore à l'époque du général de Gaulle. Pour la simple raison que le monde est effectivement devenu multipolaire, c'était quelque chose qu'on souhaitait et qui s'est produit. Ça se produit d'une manière relativement chaotique, on y reviendra peut-être, mais dans ce monde multipolaire, la France n'a plus la capacité d'influence qu'elle avait autrefois. D'une certaine manière, c'est un retour à l'ordre normal des choses. La France est un pays de 66 millions d'habitants dont l'économie est certes encore importante, mais n'a pas le dynamisme qui est nécessaire pour peser dans ce monde et donc essaye d'utiliser l'Europe comme levier d'influence dans ce monde. Et Emmanuel Macron est certes à la fois dans l'héritage gaulo-mitterrandien, il l'a dit lui-même, il l'avait dit pendant la campagne électorale d'ailleurs, et en même temps, il y apporte le regard de quelqu'un de sa génération et qui est, je pense, relativement conscient des faiblesses et des vulnérabilités de la France et qui essaye de jouer, disons, au-dessus de sa catégorie. C'est un peu l'une des constances qu'on peut attribuer à la diplomatie française depuis longtemps, c'est qu'elle essaye d'être un cran au-dessus de sa catégorie, de rester un interlocuteur et un acteur qui compte sur la planète malgré les handicaps dont souffre aujourd'hui la France sur la scène internationale. Voilà un peu résumé, mais je pense qu'il y a une certitude en tout cas qui est partagée depuis un moment par les dirigeants français, c'est cette idée que si la France veut peser sur les affaires du monde et faire passer un peu de sa vision, de ses valeurs, etc., ça ne peut se passer qu'à travers l'Europe, qui est certes, il doit y avoir encore une diplomatie française spécifique, mais que l'Europe est forcément le bon niveau. Et on le voit par exemple, c'est presque un exemple d'un cas d'école, dans les relations avec la Chine. La France a certes des relations importantes avec la Chine, mais c'est l'échelon européen qui permet aujourd'hui de peser face à un mastodonte d'1,4 milliard d'habitants qui a une forte conscience des rapports de force. D'accord. Donc, la ligne gaulo-mitterrandiste était, comme vous venez de le dire, basée sur une certaine posture internationale et sur une volonté d'indépendance surtout. Et cette volonté d'indépendance était basée sur l'arme nucléaire et une indépendance stratégique. On pourrait dire qu'aujourd'hui, nous possédons encore la dissuasion nucléaire, mais que nous ne sommes manifestement plus capables d'être indépendants d'un point de vue stratégique et militaire. On pourrait, de ce point de vue, parler des capacités de renseignement, de la logistique, des capacités de transport, des munitions, etc. Pensez-vous que la France seule puisse avoir les moyens de ses ambitions militaires, ou pensez-vous au contraire qu'une armée crédible et autonome ne pourrait être que le fruit d'un projet de défense européenne? Je pense qu'effectivement, la France n'a pas, l'a-t-elle eu véritablement, ça reste à voir, les moyens d'une
autonomie stratégique totale. Je pense que c'est une illusion et ça l'est encore plus dans le monde actuel. Mais on le voit aujourd'hui, effectivement, par exemple, prenons le principal lieu d'intervention aujourd'hui de l'armée française, le Sahel, le soutien logistique et en matière de renseignement des États-Unis est absolument vital, capital. Lorsque les Américains, à l'époque de Trump, ont voulu couper cette intervention, Florence Parly, la ministre des Armées, s'est précipitée à Washington pour convaincre, avec succès d'ailleurs, les Américains de rester. Et alors, ce n'était pas très difficile parce qu'en fait, le Pentagone était très désireux de rester et ça fait partie de l'ère Trump où le président dit une chose et le Pentagone ou le département d'État en font une autre. Mais en l'occurrence, le Pentagone a voulu rester et cette participation américaine, elle est bien le signe que la France seule n'a pas les moyens de s'engager. L'autre exemple qui est très intéressant d'ailleurs, parce qu'il pose tout un tas de questions, c'est l'armement. On sait que le Rafale est un avion 100% français, mais c'est sans doute le dernier avion de combat 100% français. Et moi, j'ai un souvenir là tout à fait personnel. Il se trouve que juste après la fin de la guerre froide, donc au début des années 90, je me suis retrouvé par hasard assis à côté du chef de l'armée de l'air française et qui est un pilote lui-même, qui était un homme assez passionnant, je dois dire, et qui m'expliquait pourquoi finalement le Rafale serait le dernier avion français. Et on parle d'il y a 25 ans. Et donc, il y avait déjà cette conscience parce que c'était un avion qui avait été conçu avant la fin de la guerre froide. Et à l'époque, la France avait voulu garder l'intégralité de son savoir-faire sur la fabrication de cet avion. Or, si vous entrez dans un consortium comme l'était l'Eurofighter, qui est l'avion qui a été conçu par les Anglais, les Allemands et quelques autres pays, vous spécialisez et vous abandonnez votre savoir-faire sur le train d'atterrissage ou le réacteur ou l'électronique de bord, etc. Et donc, la France avait voulu, dans une option gaullienne traditionnelle d'indépendance, conserver 100% du savoir-faire. Et le Rafale, qui est d'ailleurs une réussite, s'inscrivait dans cette lignée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le successeur du Rafale sera peut-être un avion à base franco-allemande. Il s'appelle le SCAF, l'avion de combat du futur, qui a été conclu. La décision de le lancer, c'est d'ailleurs intéressant, a été prise le 13 juillet 2018 au matin. Je donne cette précision parce que dans l'après-midi, Donald Trump arrivait à Paris. Vous vous souvenez qu'il avait assisté au défilé du 14 juillet et que ça lui avait beaucoup plu. Mais la veille, il y avait eu le matin un conseil des ministres franco-allemand. Donc, tous les ministres, c'est une des caractéristiques d'ailleurs des relations franco-allemandes, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. Tous les ministres français et allemands se retrouvent autour de la même table pour étudier les dossiers communs. Et c'est ce matin-là qu'a été décidé le lancement du SCAF. L'Espagne s'est ralliée d'ailleurs depuis à ce projet et l'Italie pourrait aussi s'y rallier. Sauf que ça se heurte à des difficultés assez considérables et on voit bien aujourd'hui que le sort de cet avion n'est toujours pas réglé. Il y a des conflits sur le partage des tâches industrielles, sur la propriété intellectuelle et sur la responsabilité du projet. C'est très complexe. Et je sais que les industriels sont en ce moment même en train d'essayer de résoudre un certain nombre de ces problèmes parce que le temps presse et normalement, il doit y avoir un projet qui doit être soumis au Bundestag, au Parlement allemand, pour obtenir les financements. Et les Allemands voudraient le présenter avant l'été, puisqu'en septembre, il y aura des élections. Et donc, ils voudraient que ça soit fait avant. Donc,
on voit bien qu'on est rentré dans une autre ère, c'est-à-dire celle du partage et non plus de l'autonomie à 100% sur la fabrication des matériels militaires, tout simplement parce qu'on n'en a pas les moyens et parce qu'on veut aussi entrer dans une logique européenne. Et donc, on a cet équilibre à trouver entre conserver ce qui fait un des points forts de la présence internationale de la France, c'est-à-dire une capacité militaire, une capacité de projection, une capacité de décision, d'intervention qu'aucun autre pays de l'Union européenne n'a aujourd'hui, après le départ des Britanniques, et qui, dans la relation franco-allemande, est évidemment un atout pour la France. Et donc, entre préserver cette capacité, et de l'autre côté, jouer la carte européenne, il y a un équilibre à trouver dans la mesure où on sait très bien, à un moment, on a parlé d'armée européenne. Je pense que c'était une erreur de communication du gouvernement parce qu'on ne se dirige pas vers une armée européenne. Il n'y aura pas une armée dans laquelle les soldats de toutes les nationalités se retrouveront. On parle de coopération, d'interopérabilité, de capacités communes, mais pas d'une armée intégrée. Je pense que là, on est dans l'utopie totale. Donc, comment jouer entre cette autonomie-là et la carte européenne, c'est tout l'enjeu des prochaines années. Bien sûr, et justement, on va rebondir sur cette question, on va rester sur ce thème de l'Europe. Et selon vous, c'est une question quand même qui préoccupe beaucoup aujourd'hui les politiques français. Est-ce que la France a nécessairement besoin de l'Union européenne aujourd'hui pour s'affirmer dans le monde? Vous avez déjà un petit peu esquissé cette question. Doit-on aller dans le sens d'une autonomie stratégique ou d'une souveraineté européenne comme le président Macron le souhaite? En d'autres termes, le destin français est-il nécessairement lié aujourd'hui à celui de l'Europe? Et sur cette thématique, on peut également se poser la question, qui est très légitime, de la conciliation entre l'idée de souveraineté européenne et de souveraineté nationale. Oui, c'est une question très, très vaste. Et effectivement, on est aujourd'hui confronté à une question de définition. Qu'est-ce que la souveraineté? Et est-ce que la souveraineté nationale aujourd'hui a encore du sens? Et est-ce qu'elle n'est pas en fait un renoncement à la souveraineté dans la mesure où un État de la taille de la France ne pèsera plus et subira nécessairement les normes et les impératifs décidés par les plus gros? Et donc, est-ce que la souveraineté aujourd'hui a un sens au niveau national ou est-ce qu'elle doit au contraire être partagée et reconstruite au niveau européen? Moi, je suis absolument convaincu que c'est au niveau européen que ça se passera, dans la mesure où, justement, sur cette question, il y a une question fondamentale aujourd'hui qui est celle des normes. Qui fixe les normes dans le monde? Et jusqu'à présent, l'Europe a été un continent qui a initié beaucoup de normes. Par exemple, les normes environnementales dans le monde sont très largement les normes européennes. Moi, quand j'étais en Chine, quand je vivais en Chine, c'était assez fascinant de voir comment l'industrie automobile chinoise, par exemple, s'alignait sur les normes européennes en permanence. Les normes, le dernier exemple qui montre que l'Europe garde cette force, c'est sur la protection des données, le RGPD européen, donc le règlement général sur la protection des données, qui s'applique à l'Europe et donc à toutes les plateformes, etc., est devenu de fait un standard beaucoup plus large à l'échelle mondiale. Donc, cette question, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, on voit monter en puissance un acteur qui est la Chine, qui veut être le porteur des normes de demain et des standards technologiques et des normes qui ne sont pas nécessairement celles que nous souhaitons. Donc, comment continuer à peser si on n'est pas cet ensemble de 500 millions de personnes à l'échelle européenne, premier marché mondial, premier ensemble géoéconomique jusqu'à présent. Et donc, c'est toute la question de la souveraineté. Et je pense que c'est
y a une partie du débat franco-français qui l'ignore et qui résonne en termes de souveraineté basique qui est on contrôle nos frontières, on contrôle l'immigration, puisque c'est souvent l'arrière-pensée numéro un, et qui ne prend pas en compte cette dimension-là, qui est celle qui, pour autant, façonne nos vies de demain. Parce que si les pays européens agissaient séparément, ils seraient aujourd'hui nécessairement j'allais dire les vassaux, c'est un peu fort et c'est un peu péjoratif, mais en tout cas, dans un état de dépendance vis-à-vis d'un gros qui serait sans doute dans notre cas les États-Unis, et que je ne pense pas que ce soit souhaitable dans la mesure où on le voit bien par rapport par exemple à l'univers des GAFA, donc ces grandes plateformes numériques, elles n'ont pas nécessairement les mêmes règles que celles que nous souhaiterions voir appliquées. Et pareil, sur les normes technologiques, nous deviendrions les sous-traitants de ces grands ensembles. Donc, pour moi, la souveraineté doit être conçue de plus en plus comme un enjeu européen, ce qui ne signifie pas évidemment la disparition des nations. Et c'est là que toute l'histoire récente de l'Europe devrait nous enseigner qu'effectivement, l'objectif n'est pas de faire disparaître la nation française dans un super État technocratique européen, mais en revanche, que la défense de l'existence même de la nation française n'a de sens que dans un ensemble plus vaste qui partage les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, parce que c'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui et qui était peut-être moins évident il y a 20 ans, c'est qu'on soit finlandais, français ou portugais, sur un certain nombre d'enjeux majeurs de la planète aujourd'hui, que ce soit évidemment le climat, les relations avec les GAFA ou la stabilité en Méditerranée ou l'émergence de pôles disruptifs à nos frontières comme la Russie, la Turquie, etc., mais aussi la négociation avec des gros ensembles comme la Chine, les Européens ont des intérêts communs, ont véritablement des intérêts communs et ne peuvent les défendre qu'en adoptant des positions communes et donc des instances, d'avoir des instances de décision et d'élaboration de ces positions communes. Et c'est tout l'apprentissage de l'Europe qui est extrêmement complexe, comme on le voit à chaque fois qu'un sujet arrive sur la table. D'accord. Donc, nous venons de parler de l'Europe et de la question de la souveraineté, et nous allons maintenant aborder quelques questions sur la relation de la France et de l'Europe avec les principales puissances du monde et celles du monde de demain. En premier lieu, avec les États-Unis, dont vous venez de parler un petit peu, pensez-vous que la doctrine de Charles de Gaulle, qui pourrait être résumée par la formule amis alliés mais non alignés, est encore possible aujourd'hui, et dans un contexte où les États-Unis se désintéressent peu à peu de l'Europe pour se tourner vers l'Asie, c'est la doctrine du pivot. Que pensez-vous du futur de la relation transatlantique ? Alors, je pense que la formule de Gaulle reste parfaitement valable, et au contraire, elle est même aujourd'hui en train d'être étendue à l'échelon européen. Alors, Donald Trump, faudra quand même le remercier un jour, a fait beaucoup pour faire avancer cette prise de conscience européenne, parce que je pense que ça a été un choc, en particulier en Allemagne. Donald Trump a été un choc plus rude en Allemagne qu'en France. La France a, justement grâce à De Gaulle, une sorte d'expérience, et elle est vaccinée contre les foudres ou contre le désamour américain. Souvenons-nous de l'épisode de 2003, l'invasion de l'Irak par les États-Unis, et les French fries, les frites françaises,
qui sont débaptisés et rebaptisés Freedom Fries parce que les Américains ne sont pas contents que la France ait décidé de ne pas les suivre en Irak. Donc, on a l'habitude et on a cette expérience. En revanche, les Allemands n'étaient pas préparés à Donald Trump et le mépris souverain dont il a fait preuve vis-à-vis de l'Europe et le dédain vis-à-vis de l'Allemagne, son obsession à vouloir punir les voitures allemandes importées aux États-Unis et la manière extrêmement cavalière avec laquelle il s'est comporté avec Angela Merkel, ont provoqué une vraie réflexion et une vraie prise de conscience en Allemagne et dans d'autres pays européens. Ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont tous devenus gaulliens. On est loin du compte. Et il est clair que le retour de Joe Biden, des démocrates, d'une administration beaucoup plus amicale et coopérative avec l'Europe, fait baisser ce niveau de tension. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'en Allemagne en particulier, il y a cette prise de conscience que c'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois, et qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a le pivot vers l'Asie reste une donnée absolument fondamentale de la diplomatie américaine, quel que soit aujourd'hui le cas de figure. Donc, la règle absolument capitale pour les prochaines années, c'est qu'effectivement, l'Europe doit rester un allié des États-Unis. Il y a trop d'éléments communs, trop aussi d'habitude. On ne convaincra pas une bonne partie de l'Europe de renoncer à l'OTAN. Je pense que la France s'en est fait une raison depuis bien longtemps, même si elle aurait bien aimé que les choses changent. Mais en tout cas, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que l'Europe a une sorte d'obsession du parapluie américain et que tant que… et on a bien vu d'ailleurs que Joe Biden a mis moins d'une semaine à proclamer son attachement à l'article 5 de la Charte atlantique, donc cet article qui détermine que si un pays est attaqué, tout le monde vient à son secours. Donald Trump avait mis 1 an avant de dire publiquement qu'il était attaché à l'article 5. Joe Biden a mis en scène un entretien vidéo avec Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, pour exprimer très vite, quelques jours à peine après être entré à la Maison-Blanche, que cet engagement américain aux côtés de l'Europe existait. Donc, cette réalité, elle existe. En revanche, alliés, mais pas alignés, devrait être le maître mot de la diplomatie européenne vis-à-vis des États-Unis dans l'avenir. Ça reste en tout cas clairement celui de la politique française, et ça ne changera pas, je pense, quel que soit le président en France. On n'a pas, il y a une sorte de socle fondamental culturel en France aujourd'hui autour de cette question et de cette idée, de cette approche de la relation transatlantique. Alors, nous venons de parler globalement de la civilisation occidentale, de la France, de l'Europe et maintenant des États-Unis. Changeons directement de civilisation, si vous êtes d'accord sur ces termes, et évoquons désormais l'autre grande puissance contemporaine de ce monde que vous connaissez très bien, puisque, comme vous l'avez dit, vous avez été correspondant à Pékin pendant plusieurs années. Je vais bien entendu parler de la Chine. Alors, selon vous, quelle relation future peut-on envisager entre la France et plus généralement l'Europe et la Chine ? Devons-nous nous ranger du côté des Américains pour tenir tête à la puissance chinoise en établissant un camp occidental comme dans une logique de guerre froide, ou devons-nous nous affirmer seuls, Européens, face aux Chinois ? Alors, c'est une question structurante de notre époque, parce que l'émergence de la Chine est certainement le phénomène marquant des 20 dernières années et va conditionner le reste du 21e siècle. C'est ce dont les Américains sont aujourd'hui absolument persuadés
et les Européens avec un peu de retard. Il faut refaire un petit peu le fil de l'histoire. D'abord, la France a été pionnière dans les relations avec la Chine de Mao, intuition du général de Gaulle dont nous avons parlé tout à l'heure, et qui donne un petit plus à la France dans ses relations avec Pékin, avec le fait que les deux pays siègent au Conseil de sécurité, et qu'on retrouve la Chine finalement dans tout un tas de dossiers, y compris par exemple le nucléaire iranien, etc. Donc la France a une place un peu particulière. La deuxième chose, c'est qu'on a mis du temps à comprendre que l'émergence de la Chine changeait le monde. On l'a compris très vite sur le plan économique, mais on ne l'a pas compris sur le plan stratégique et politique. Quand j'étais correspondant en Chine, j'étais de 2000 à 2006, la Chine est rentrée dans l'OMC en 2001, donc c'est vraiment l'époque du décollage absolu et accéléré. Elle avait à l'époque une croissance de 12-13% par an. Et à cette époque, les hommes d'affaires qu'on croisait, la vision occidentale de la Chine, c'était en gros, on a un gros sous-traitant en Chine et on lui envoie toutes nos industries polluantes, toutes les industries à basse valeur ajoutée dont nous ne voulons plus. Et nous, évidemment, Occident conquérant, nous restons les détenteurs de la valeur ajoutée, de la recherche, de l'innovation. Et c'est là qu'on s'est planté et qu'on a mal compris la Chine. C'est que la Chine, c'est une grande puissance historique, c'est une civilisation, vous avez employé le mot à juste titre, et elle avait pour ambition de redevenir une superpuissance. Et donc, il était clair dès les années 2000 qu'elle ne se contenterait pas d'être le sous-traitant des t-shirts à 1 euro et des adjuvants de l'industrie chimique qui polluent trop et qu'on ne veut plus faire chez nous. C'était évident qu'elle voulait faire à la fois les t-shirts à 1 euro, mais aussi les fusées pour la Lune. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Et qu'elle le fait. Ce que nous n'avions pas perçu également et anticipé, c'est le fait qu'en se développement et en affirmant de plus en plus son autorité, elle deviendrait aussi une puissance normative, c'est-à-dire qu'elle voulait avoir son propre modèle et le présenter à la face du monde, et que ce modèle n'est pas notre modèle démocratique, que c'est un modèle autoritaire qui, de surcroît, est énormément basé sur le poids de la technologie, donc une sorte de techno-autoritarisme. Donc tout ça, c'est la toile de fond du monde d'aujourd'hui que nous n'avions pas anticipé. Et donc, Donald Trump, a eu cette intuition de lancer cette confrontation avec la Chine, en particulier sur le terrain économique et technologique, mais il l'a fait d'une manière extrêmement maladroite. Il l'a fait de manière trumpienne, c'est-à-dire brouillonne, transactionnelle. Donc, lorsque les Chinois ont accepté de dépenser quelques dizaines de milliards de plus en achat de produits agricoles américains, il a levé le pied au mauvais moment, puisque c'était le moment du Covid, et sans se soucier des autres partenaires internationaux. C'est ce qu'essaye de corriger aujourd'hui Joe Biden en proposant effectivement aux pays démocratiques, l'Europe, l'Australie, le Japon, la Corée, de se joindre à une sorte de bloc occidental contre la Chine. Je ne suis absolument pas persuadé que ce soit une bonne idée, et pas une bonne idée en particulier pour l'Europe. D'abord parce que les Américains ont leurs propres intérêts dans cette affaire, qui sont ceux de leur économie, de leurs géants industriels, de leurs ambitions technologiques
qui sont aussi hégémoniques que celles de la Chine et que nous n'avons pas nécessairement intérêt à ce que ce soit ce monde-là qui se dessine. En revanche, nous avons un intérêt, nous Européens et nous Français, à rétablir un rapport de force avec la Chine. Aujourd'hui, ce rapport de force n'existe pas et est tout à fait embryonnaire. Et il peut être fait en collaboration avec les États-Unis. Moi, il me semblait, lorsque Trump avait commencé sa confrontation il y a déjà 3-4 ans, que l'une des bonnes approches aurait été de dire, de réunir effectivement les Européens, les Japonais, les Australiens, etc., tous ceux qui avaient des problèmes avec le comportement de la Chine, notamment sur la sphère économique, et d'aller devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et de poser un certain nombre de problèmes en disant « ça ne peut plus marcher comme ça ». Ça n'a pas été l'approche de Trump, et aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus compliqué parce qu'il y a un climat de guerre froide qui s'est imposé dans le monde. Est-ce que les Européens peuvent avoir une double politique, c'est-à-dire être aux côtés des Américains pour peser face à la Chine et garder une autonomie dans leur relation avec la Chine? C'est ce qu'ils essayent de faire, et je trouve assez maladroitement, hélas. Et notamment, ça a été le cas dans cet accord sur les investissements qui a été conclu en décembre sous présidence allemande. Mais c'est tout l'enjeu des prochaines années. Et en particulier, cette question devient de plus en plus compliquée et cet équilibre est de plus en plus compliqué à tenir dans la mesure où l'enjeu des droits de l'homme est revenu au premier plan. Donald Trump n'avait pas grand-chose à faire des droits de l'homme. Joe Biden a une plus grande préoccupation et en tout cas le place plus haut dans son agenda, et c'est tant mieux. Mais comment fait-on pour à la fois accuser un pays de génocide, puisque c'est ce qui est en train de c'est l'accusation qui est en train d'être formulée à propos du sort des Ouïghours du Xinjiang, mais est-ce qu'on peut d'un côté traiter un pays d'être génocidaire et de l'autre côté signer des accords d'investissement qui garantissent nos intérêts économiques? Est-ce qu'on peut critiquer ce que font les Chinois à Hong Kong, où ils ont réduit complètement à néant l'accord qui avait été signé avec les Britanniques, avec cette autonomie très forte, le fameux un pays deux systèmes qui est aujourd'hui bafoué? Est-ce qu'on peut d'un côté condamner ça et de l'autre côté discuter climat ou discuter ou tenir les Jeux Olympiques dans un an, les Jeux Olympiques d'hiver dans un an en Chine? Donc c'est extrêmement complexe de trouver le bon niveau de dialogue et de confrontation avec la Chine. Moi, je ne crois pas que le monde ait un intérêt à rentrer dans une nouvelle logique de guerre froide, c'est-à-dire d'abord, si l'analogie avec la guerre froide trouve vite ses limites dans la mesure où il y a aujourd'hui une imbrication des économies qui est colossale et qui n'existait pas à l'époque de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Il n'y avait quasiment pas d'échange économique, pas d'investissement, pas de brassage humain. Avant la pandémie, il y avait encore 350 000 étudiants chinois aux États-Unis. Donc, on est loin de pouvoir séparer les deux blocs aussi facilement. Tesla vient d'ouvrir une nouvelle usine à Shanghai et les iPhones ou les ordinateurs que nous achetons dans nos magasins sont tous fabriqués en Chine. Il y a quelque chose de gigantesque dans ce brassage entre les deux mondes qui sera très difficile à réduire. En revanche, et ça la pandémie nous l'a montré, nous avons un intérêt absolument vital à réduire notre dépendance vis-à-vis de la Chine dans les secteurs qu'on peut juger stratégiques, que ce soit la production de médicaments, un certain nombre de composants électroniques dont on voit bien qu'ils sont une source de tension, comme les microprocesseurs, etc. Mais
ça n'est pas la même chose que de dire on va rentrer dans une logique de guerre froide où il y aura deux blocs dans le monde, le bloc occidental avec ses alliés et le bloc chinois avec les siens. Ça, je pense que ça serait une erreur qu'on payerait pendant longtemps dans le monde. Donc, comment arriver à retrouver un équilibre avec les Chinois? Je pense que ça sera très difficile et que la situation va d'abord se détériorer avant d'arriver à peut-être trouver cet équilibre. Ça va se détériorer parce qu'il va falloir créer un rapport de force et que la Chine raisonne d'abord en matière de rapport de force. Aujourd'hui, elle a le sentiment… En parlant… Pardon, je termine juste une phrase. Elle a le sentiment que l'Occident est en décadence, est en déclin et que son heure est arrivée et ça ne l'incite pas à être plus souple. Vous parliez de rapport de force justement et ça m'amène à vous poser une question sur deux grandes puissances qui ont une proximité géographique avec l'Europe, que sont la Russie et la Turquie. Et au cours de ces dernières années, ces pays se sont montrés bien plus virulents que conciliants à l'égard des pays européens. Selon vous, est-ce que la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington, donc dans ce cas-là, entre les civilisations occidentales, orthodoxes et islamiques, peut être éclairante pour comprendre la montée des rapports de force, ou est-ce tout simplement le signe d'un déclin du droit et de la coopération internationale au profit du retour des États-puissances? Alors, moi, je pense que Samuel Huntington a peut-être pointé du doigt des éléments qui étaient pertinents, mais il s'est trompé sur beaucoup de choses, et en particulier les lignes de clivage aujourd'hui dans le monde ne sont pas celles qu'il avait décrites. Il avait, par exemple, imaginé une alliance entre le monde islamique et la Chine. On voit bien que la Chine, dans son comportement au Xinjiang, essaye au contraire d'éradiquer l'islam et les religions, même si elle peut avoir une alliance politique avec l'Arabie saoudite ou d'autres pays islamiques autoritaires, ou avec le Pakistan par exemple. Donc non, moi j'élimine la thèse d'Huntington. En revanche, je disais tout à l'heure, il y a l'émergence d'un monde multipolaire chaotique, et c'est là que se trouve aujourd'hui la source de toute l'instabilité mondiale. C'est que nous sommes passés en relativement peu de temps, en tout cas de mon vivant à moi, c'est-à-dire dans une vie humaine, de cet ordre bipolaire de la guerre froide soviéto-américain. Moi, je suis allé à Berlin-Est en passant par Checkpoint Charlie avec une boule au ventre tellement ce cadre de la guerre froide était pesant. C'était dans les années 80, il n'y a pas si longtemps. Ensuite, on a connu cette ère post-guerre froide avec une seule superpuissance, les États-Unis, et un optimisme général que voilà, le monde allait entrer dans une ère de coopération, de démocratisation, de respect des droits humains, etc. etc. J'ai un souvenir, moi, d'être allé à Vienne, où il y a eu un certain nombre de grandes conférences des Nations Unies dans les années 90. Celle de Vienne était sur les droits de l'homme. Il y avait 10 000 participants venus du monde entier. Il y avait 600 ONG venues des Philippines. Il y avait un optimisme à cette époque sur le fait que voilà, on était entré dans une ère nouvelle, même si au même moment, il faut bien le dire, il y avait la guerre en Yougoslavie et peu de temps après, le génocide au Rwanda. Mais voilà, on est passé de cette ère où il y avait donc une seule superpuissance, les États-Unis, et sans s'en rendre compte d'une certaine manière, on est entré dans une ère multipolaire dans laquelle il n'y a plus de règles du jeu. Avec l'émergence de la Chine, on en a parlé, mais l'émergence de puissances régionales qui ont pris leur autonomie. Alors la Turquie est un bon exemple. La Turquie est certes un ancien empire et qui a beaucoup
de moteurs qui sont issus de cet ADN impérial d'antan, et on le sent bien chez Erdogan, le président turc. Et la Turquie est à la fois membre de l'OTAN, elle a été même un membre important de l'OTAN sur son flanc oriental, mais elle a aujourd'hui un jeu qui est le sien en Libye, en Syrie. Elle l'a montré récemment dans le Caucase avec la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie autour du Karabakh. Donc, on voit bien que c'est une puissance qui a son autonomie de pensée, son autonomie d'action, tout en étant dans cet héritage d'alliances d'autrefois. Et la Russie, autre ancien empire d'ailleurs, d'une certaine manière, renoue avec son passé, et que ce soit le passé russe ou soviétique, par son activisme international, avec un Vladimir Poutine qui a lui aussi, qui vit dans cette nostalgie de puissance d'antan. Pourquoi l'Europe est ballottée aujourd'hui? Parce que l'Europe, il y a une expression assez à la mode où on dit l'Europe est un ensemble végétarien dans un monde carnivore. L'Europe n'était pas prête à cet univers brutal. Et elle est ballottée à ses frontières aujourd'hui par une Russie qui ne l'aménage pas, par une Turquie qui rue dans les brancards, et l'Europe vient seulement de comprendre qu'elle ne peut pas continuer à exister en tendant l'autre joue, si je peux me permettre l'expression, et qu'elle doit en tout cas réinstaurer une crédibilité de puissance. Et ce mot fait très mal en Europe. C'est Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, qui disait l'autre jour, je trouvais que c'était une remarque très pertinente, que l'Europe s'était construite sur la négation de la puissance. Pourquoi on a créé les prémices de l'Europe avec la communauté charbon et acier, puis la communauté européenne et enfin l'Union européenne? C'était à l'époque, initialement, pour empêcher une nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne, pour contenir, pour faire rentrer le génie de la puissance dans la bouteille. Et ça a marché, puisque nous avons eu 70 ans de paix dans cet ensemble européen qui avait été à l'origine des 2 précédentes guerres mondiales. En revanche, aujourd'hui, on est dans l'injonction contradictoire, c'est-à-dire qu'après nous avoir dit pendant 70 ans, surtout ne pensez pas à des rêves de puissance, on nous dit, mais il faut vous comporter comme une puissance dans un monde qui ne respecte que la puissance. Et donc, c'est une révolution culturelle très compliquée à faire aujourd'hui pour les Européens, de se penser en puissance collective après avoir construit un ensemble qui était l'anti-puissance. Donc, mais il n'y a qu'à ce prix-là qu'on aura des relations plus normales avec des voisins comme la Russie ou la Turquie, qui aujourd'hui sont dans une phase où ils ne raisonnent qu'en termes de puissance. Donc oui, l'Europe doit tenir compte de cette évolution du monde aujourd'hui, parce qu'on arrivera à recréer des règles du jeu international, à trouver une gouvernance mondiale et du respect entre les ensembles, que lorsque tout le monde aura compris que la force ne suffit pas à réguler les relations internationales. Et ça passe par la création de ces nouveaux rapports de force. Très bien, sortons maintenant de ces considérations de puissance entre blocs de civilisation et reconcentrons-nous un petit peu sur la France, plus particulièrement sur la francophonie. Alors, à votre avis, quelles opportunités ces centaines de millions de locuteurs de la langue française peuvent-ils offrir à notre pays des points de vue diplomatiques, économiques ou culturels? Et ensuite, évidemment, je voulais aborder ce point. On sait que la très grande majorité des francophones se trouvent sur le continent africain, qui, de surcroît, est en pleine expansion démographique. Alors, quel rôle la France doit jouer en Afrique en trouvant un juste équilibre entre néocolonialisme et désintérêt, pardon. La question de la francophonie est intéressante et on n'a jamais réussi à lui donner du sens. Et ça, je trouve que c'est un échec des 50 dernières années
on n'a jamais réussi à faire de la francophonie une réalité au sens diplomatique ou même d'influence réelle. Toutes les tentatives ont échoué. L'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, reste une coquille vide qui ne parvient pas réellement à exister. Et c'est dommage parce que, et je rejoins la deuxième partie de votre question à ce moment-là, c'est que la francophonie aurait pu être un moyen pour la France de réinventer sa politique africaine. Nous avons un péché originel à expier d'une certaine manière. Je ne suis pas un adepte de la repentance, mais il se trouve que là, le péché originel est lourd, qui est celui de la France-Afrique. Moi, il se trouve que j'ai commencé ma carrière en Afrique, d'abord en Afrique du Sud, puis ensuite, quand je suis passé à Libération, je me suis occupé de la rubrique Afrique pendant 7 ans. Et donc, j'ai sillonné toute l'Afrique, toute, y compris anglophone et francophone. Et j'avoue que je reste encore aujourd'hui sidéré par ce qu'a été le néocolonialisme français en Afrique francophone. Quand on arrivait au Gabon ou en Côte d'Ivoire, où les conseillers français, les chefs de la garde présidentielle français faisaient la loi et imposaient leur loi aux dirigeants africains, il y a eu 20 ans de non-respect et d'humiliation de ces pays qu'on a voulu perpétuer avec une fausse indépendance. J'ai des mots très durs parce que franchement, les souvenirs que j'en ai, je parle d'il y a 40 ans, alors ça a beaucoup changé depuis, mais ces souvenirs-là restent très forts et ont marqué une relation avec l'Afrique. Et aujourd'hui, on le voit, regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours seulement à Dakar. Lorsque la population se soulève, les jeunes se soulèvent pour une raison de politique intérieure, c'est-à-dire l'arrestation du principal dirigeant de l'opposition, les cibles des émeutiers sont les supermarchés Auchan, les stations Total et les stations de péage de l'autoroute qui sont gérées par une société française, Eiffage. C'est-à-dire que la puissance ex-coloniale reste l'incarnation du pouvoir, peut-être plus encore que le président lui-même. C'est un grand paradoxe parce que, franchement, par rapport à l'époque que je décrivais des années 80, l'influence française aujourd'hui s'est énormément réduite et la France n'a plus ces leviers d'influence qu'elle avait autrefois. Et en plus, si on regarde les chiffres de l'économie, la Chine est beaucoup plus influente économiquement, y compris dans les pays d'Afrique francophone. Je crois que la Côte d'Ivoire est le seul pays d'Afrique subsaharienne dans lequel la France reste le premier partenaire commercial. Dans tous les autres, c'est la Chine. Donc, c'est quand même assez paradoxal que la France soit la première cible, mais ça reste le cas. Et toutes les tentatives qui ont été faites de réinventer la politique africaine, et Emmanuel Macron qui a voulu jouer sur le privilège de l'âge, c'est-à-dire qu'il n'a aucun passé, aucun passif néocolonial avec l'Afrique. Son premier rapport avec l'Afrique, d'ailleurs, était son stage de l'ENA qu'il avait fait au Nigeria, donc un pays anglophone. Il a essayé de jouer cette carte-là, notamment dans son premier déplacement en Afrique. Il y avait eu ce dialogue avec la jeunesse africaine à Ouagadougou. Et on voit bien aujourd'hui qu'il n'arrive pas à dépasser ce stade. D'abord parce que le premier instrument le plus visible de la présence française en Afrique, ça reste l'armée, avec la situation au Sahel. Et que deuxièmement, il est obligé de composer avec les régimes en place. La France est par exemple muette en ce moment face à des situations de pouvoir qui s'éternisent et qui sont insupportables. Le président Biya, qui est au pouvoir depuis 40 ans, bientôt 40 ans, au Cameroun, Denis Sassou Nguesso qui se représente pour son énième mandat au Congo-Brazzaville. Moi, j'étais à Yaoundé quand Paul Biya
est devenu président. C'était en 1982. Et à l'époque, c'était un jeune technocrate plein d'avenir et les Camerounais étaient ravis et pensaient que tout allait changer, tout allait s'ouvrir. Aujourd'hui, Paul Biya est un autocrate vieillissant qui a mis son pays en coupe réglée à la fois démocratiquement et économiquement. Et la France ne peut rien faire. La France ne va pas renverser Paul Biya. Et donc, comme elle ne peut rien faire, elle le cautionne. Et aux yeux des Camerounais, la France couvre un président qui n'a que trop duré. Donc, il y a une contradiction absolument infernale dans notre approche de l'Afrique francophone qui rend toute réforme très compliquée. On a des relations beaucoup plus décontractées et décomplexées avec le Nigeria, avec le Kenya ou avec l'Afrique du Sud, avec lesquels il n'y a pas ce passif de la France-Afrique. Donc, moi, je reste persuadé que l'Afrique est pour employer une expression, l'avenir de la France, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la France et l'Europe n'ont de place dans l'avenir à long terme que dans un rapport très étroit de collaboration avec l'Afrique, avec le continent africain, qui va être dans quelques décennies à la fois le continent le plus peuplé au monde, si on le prend collectivement, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, mais bref, avec 2 milliards d'habitants à la fin du siècle, mais aussi potentiellement un vrai relais de croissance à l'Europe. Et c'est ce partenariat euro-africain qui peut faire du sens. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, la France a tout intérêt à jouer une carte européenne dans ses relations avec l'Afrique, parce qu'elle n'arrivera pas, elle, à surmonter son passé et son passif avec l'Afrique francophone. D'accord, alors merci pour vos réponses. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette entrevue. Elle fut particulièrement intéressante et je pense qu'elle va plaire à nos auditeurs puisqu'elle nous a permis d'aborder de nombreux thèmes sur l'Europe, les États-Unis, la Chine, la défense, la francophonie, etc. Merci à vous au nom de Scopeo pour le temps que vous nous avez accordé. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lucas pour qu'il puisse conclure. Merci à vous d'abord. Je dois aussi vous remercier parce que c'est un éventail de questions et de sujets extrêmement importants et je pense que qui sont souvent trop ignorés dans le débat public en France. Et oui, comme Emilien l'a dit, je vous remercie également au nom de toute l'équipe de Scopeo, l'Observatoire politique, pour toutes ces réponses honnêtes, précises et qui reflètent votre expertise et votre carrière qui est déjà très longue. Et on a vraiment abordé tout un éventail de questions passionnantes sur lesquelles on n'a pas l'habitude de parler sur Scopeo, puisqu'on se concentre précisément sur les questions nationales. Et là, on a pu partir de la France pour parler des questions internationales qui sont tout aussi passionnantes. Alors, nous vous remercions une nouvelle fois et nous invitons tous nos auditeurs à retrouver l'ensemble de nos entrevues politiques sur notre chaîne YouTube et nos articles, tribunes, dossiers d'analyse sur notre site scopeo.org. Encore merci beaucoup à vous, Monsieur Aski. Merci à vous. Merci. Au revoir.